Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation, cette formation des Québec. Mon nom est Simon Hénaud. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir un expert en vente, Rodolphe Meunier, qui est associé chez Celsius Solutions. Alors, sans plus tarder, Rodolphe, je te laisse la parole. On va passer 1 heure ensemble et vous allez pouvoir lui poser des questions. Je vais gérer le tout. Alors, bonne heure en compagnie. Bonjour à tous, bon midi, bon appétit pour ceux qui mangent. J'imagine que pas mal d'entre vous en train de manger. Prospecter, c'est bien, mais si on le fait sans arrêt, on génère du succès. 4 icônes importantes qui vont nous suivre pendant les prochaines 45 minutes, 50 minutes. Le premier, la cible, les objectifs. Le deuxième, avec qui je vais atteindre mes objectifs. Le troisième, c'est quoi ma stratégie pour aller travailler auprès de ces personnes-là pour générer des objectifs. Et bien entendu, de mesurer mes actions pour nous assurer qu'on avance dans le bon sens. Rapidement, l'approche Celsius, vous ne décrivez pas chaque cas, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est très structuré, on parle de la personne jusqu'aux objectifs, et entre il y a des processus et du ciblage. Je fais une référence à la conférence du 10 juin qu'on a fait ensemble avec Québec sur l'optimisation du portefeuille de clients pour générer une partie de mes objectifs de vente, puis de marge, bien entendu. Aujourd'hui, on rajoute une pierre qui, à mon avis, aussi importante, c'est la prospection. Donc, on rajoute la partie pour atteindre les objectifs. Oui, j'ai des clients, mais j'ai aussi de futurs clients que je vais avoir qui vont me permettre de croître et donc d'atteindre mes objectifs de croissance à ce niveau-là. L'objectif des 45 minutes, puis c'est court par les prospections pendant 45 minutes, là, je pourrais vous en parler toute la semaine. J'aimerais ça que vous sortiez de 45 minutes avec déjà des approches ou des réflexions que vous pouvez mettre en place dès demain matin. Donc, c'est important, vous allez voir à la fin, on va rassembler tout ce que je vais vous dire pour commencer par ça. Vous allez voir, vous allez déjà changer, faire avancer le processus. Vous n'êtes pas obligé de changer la maison au complet pour que ça aille mieux. Des fois, en mettant de l'huile sur les portes, là, on est capable de plus supporter là où on vit. Comme Rodolphe, si tu permets, oui. Pourquoi les hommes? Pourquoi tu es un spécialiste en vente? Je pense que ça fait des années que tu servis bien les entreprises. Donc, ce serait intéressant de t'asseoir avec crédibilité, finalement, avant de débattre. Pourquoi j'ai le droit de parler aux gens? Oui, pourquoi les gens devraient écouter? J'ai 10 ans que je suis en consultation, 5 ans en stratégie d'affaires au groupe d'Encode. J'ai été avant une grosse multinationale, gros injecteur en Amérique du Nord, en marketing, puis en innovation. J'ai pris toute mon expérience, puis ce qu'on a vu dans les organisations avec M. Dangos, pour dire il faut qu'on s'attaque au monde des ventes. Ça fait peut-être 10 ans, même pas près de 10 ans qu'on développe, qu'on avance, qu'on va chercher les meilleures pratiques à travers le monde des universitaires, surtout ça aux États-Unis, pour dire qu'est-ce qui se fait de structuré, d'efficace dans le monde des ventes. Puis on l'a mis dans la couleur locale de nos PME québécoises qui ont transmis, puis on accompagne les clients là-dessus. On a du succès et on a du succès pas parce qu'on est bon, mais parce que nos clients ont une discipline puis mettent en place les meilleures pratiques qu'on communique. On est vraiment là pour communiquer les meilleures pratiques. Donc, peut-être une 15-20 entreprises par année qu'on accompagne à mettre, je n'aime pas ce mot-là, je n'ai pas encore trouvé de bon mot, une machine à vendre. Une machine à générer de nouveaux clients, du bailleur. Finalement, on travaille sur le bailleur, on travaille sur la première ligne, la dernière ligne, on est en vente, et on est vraiment c'est un mot très imagé, en tout cas, une machine à vendre. Même si on est avec des humains, c'est important de le signifier. Donc, les 4 étapes sur lesquelles on va travailler, bien entendu, il faut définir nos objectifs. C'est souvent une lacune en prospection. On va identifier nos cibles, avec qui on veut atteindre nos objectifs, quels sont les futurs clients qu'on veut choisir. On va bien entendu définir la stratégie pour aller les chercher. Puis, on va la mettre en œuvre et voir comment on peut mesurer nos actions pour nous assurer que j'atteins mes objectifs au niveau là-dedans. Avant de partir, comme tout processus en vente, vous savez, tous les vendeurs qui nous écoutent, la chose la plus importante quand on est en train de parler à un auditoire, c'est de faire un audit. De comprendre pour vous, dans votre réalité, comment vous évaluez la performance de la prospection dans votre entreprise. Alors, selon qui vous êtes, peut-être que vous n'avez pas d'idée, mais c'est peu efficace, pas efficace, moyennement efficace, on est très efficace. Les gens qui disent « je ne sais pas », c'est pas bon signe.
Ça dépend de la fonction qu'ils ont dans l'organisation. Ah, peut-être pas, mais le fait d'être oui, directeur des ventes, et je ne sais pas si ma prospection est efficace, puis j'imagine ça doit être le cas de bien des entreprises. C'est souvent des perceptions. Je pense que ça va bien. Oui, c'est ça. Alors qu'on devrait, il n'y a pas de benchmark. On arrive, nous, après l'intervention, quand on demande est-ce que ça va bien, sur la table de bord, en disant non, ça va pas bien, oui, ça va bien. Puis voici ce qui se passe, pourquoi ça se passe bien. Oui, oui. Donc, on quantifie. Donc, 2 minutes, excusez-moi, 2 secondes, si vous permettez. Alors, on va fermer le sondage. Déjà, Rodolphe, es-tu en mesure de commenter les résultats? Donc, on a la grande majorité, le plus grand, on a 38 personnes sur 150, on est presque sur une trentaine de pourcents, une quarantaine de pourcents, moyennement efficace. C'est souvent ce qu'on voit dans les organisations. C'est efficace quand on l'a fait, mais ce qui rend la chose moyennement, c'est que ça ne se fait pas de façon continue. C'est ce qu'on aperçoit. Parce que les vendeurs sont bons pour aller chercher de nouveaux leads, mais d'aller chercher de nouveaux comptes, etc., etc. Le problème, c'est la discipline d'aller le faire. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on est soutenu par l'organisation, par le marketing, par des objectifs clairs qui permettent que la prospection, on a une tête de fond qui est le vendeur, mais il y a un bateau en arrière. Oui. Un fait que je remarque, là, c'est que parmi 150 personnes, il y a 2 personnes qui ont dit très efficace. Alors, c'est toujours un secteur où les gens peuvent s'améliorer. Comme dans tout département de l'entreprise, on a toujours intérêt à regarder ce qui se fait, les meilleures pratiques, se mettre à jour, parce que si on ne le fait pas, il y a un concurrent qui va le faire à notre place et qui va prospecter les meilleurs clients qu'on aimerait avoir. Semble-t-il que si on n'avance pas, on recule. Il paraît. Il paraît. OK. La prospection, écoutez, c'est pas compliqué. On construit le futur de l'organisation, on travaille sur la pérennité de l'entreprise. Si on arrête de prospecter, si on ne prospecte pas de la bonne façon, on met en danger l'entreprise dans son futur. C'est pour ça que c'est un point névralgique. La gestion de ses clients aussi, et la prospection, c'est l'alimentation. Ce qu'on voit généralement dans les entreprises, tout le monde connaît, j'imagine, le 20-80, la loi de Pareto, 20% de mes clients qui génèrent 80% de mon chiffre d'affaires. Quand on fait une première analyse, je vous invite à le faire à la fin du webinaire. Prenez tous vos clients, mettez-les par ordre décroissant, celui qui m'a ramené le plus en chiffre d'affaires ou en marge, puis descendez-le à ceux qui vont en amener le moins. Donc 80%, puis vous allez chercher le 80% de vos clients qui ont généré, les 20% de vos clients qui ont généré 80% de votre chiffre d'affaires. Puis regardez après ceux qui ont généré les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est intéressant, on a fait depuis 10 ans. Puis voici ce qui ressort dans l'ensemble des entreprises québécoises dans lesquelles on intervient, qu'on interroge. On a la moitié du portefeuille de clients qui génèrent les 5 derniers pourcents des chiffres d'affaires. Donc ça veut dire qu'en théorie, si je coupe de moitié votre portefeuille de clients, vous vous enlevez les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires. Je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut les analyser, parce que peut-être dans ce 5%-là, vous avez des petites d'or sous-exploitées, c'est ça. Mais l'équation qui est intéressante, c'est qu'on s'aperçoit qu'on prend 25% de notre énergie pour livrer ce 5%-là de chiffre d'affaires auprès de 50% de ma clientèle. Cette réalité-là, en fait, c'est la conséquence de ma prospection. Ça veut dire théoriquement, puis quasiment pratiquement, cette semaine, tous les prospects que votre force de vente est en train de démarcher, il y a une chance sur 2 qui se retrouvent en bas de la liste. C'est ça que ça dit, en fait. Puis en plus, on va le rentrer, puis il va utiliser 25% de l'énergie. Donc on arrive à des organisations qui sont très occupées pour générer peu d'argent. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va peut-être arrêter cette équation-là. C'est le but de vous présenter le cas dans le temps pour arrêter cette hémorragie-là, et s'assurer d'être plus ciblé, plus efficace quand on fait de la prospection. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces chiffres-là, où 50% ou une grande majorité de votre clientèle génère très peu de revenus, puis utilise beaucoup de vos ressources? Je suis curieux d'avoir votre feedback là-dessus, mais c'est une réalité qu'on constate beaucoup dans les organisations, petites ou grandes d'ailleurs, il n'y a pas de... ou en service, la même chose. Donc finalement, la question, c'est de poser aux gens la question à savoir s'ils sont bien occupés pour peu de résultats. C'est un peu ça, hein? Moi, je ne connais pas de gens en vente là, qui se tournent les pouces. Tout le monde est bien occupé. Tout le monde est très occupé. Maintenant, je vous pose la question si je suis occupé à la bonne place. Oui. Ça, c'est important.
Là, on voit une tendance marquée qui va sur le oui. Dites-vous que si, en effet, vous vous sentez concerné par cette réalité-là, le point de départ de cette problématique-là, c'est la prospection. Alors, je vais faire le sondage, on va partager les résultats. C'est explicite. On a 70 personnes sur 160. Puis ça continue, puis on va monter encore là. Donc, c'est un problème pratiquement universel. Les gens sont très occupés, puis bien souvent, les retombées ne sont pas... À date de tout ce qu'on a vu, tout le monde rentre dans cette problématique-là, parce que on a toujours laissé le département des ventes et les vendeurs tout seuls dans le territoire en disant, mais voici des objectifs, puis il y a des objectifs qui pouvaient, oui. Alors qu'il y a eu normalement un soutien de l'entreprise, mais on ne va pas plus loin, on va avancer dans la présentation, puis on va voir comment on fait. Alors, vous voyez les résultats à l'écran. Ça ne peut pas être plus clair comme résultat. Non. Ceux et celles qui veulent revoir la vidéo, je vous invite à cliquer sur Participants. Alors, vous n'avez pas perdu, donc encore avec vous. Comme si vous ne voulez pas voir Rodolphe en gros, vous pouvez les laisser comme ça. En effet. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens comprennent pourquoi ils se sont inscrits, puis d'autres, j'imagine, c'est pour continuer à savoir qu'est-ce qui se fait, mais vous êtes à la bonne place parce qu'on s'attaque au problème à la source, qui est la prospection. Les objectifs. J'ai pris un cas pour être plus facile de comprendre, et de l'expliquer en une quarantaine de minutes. J'ai créé une entreprise fictive qui s'appelle Prospect Construction. Vous allez voir, les chiffres sont presque réalistes. On a pris des cas réels. Et donc, on a une équipe de vente avec 5 vendeurs, puis un directeur de vente. Je ne vous les présente pas. Tout le monde les connaît. Si vous tapez sur Google équipe, vous allez les avoir. Chez Prospect Construction, la direction a décidé ou a établi que l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'atteindre le 10 millions de chiffre d'affaires. Le 10 millions de chiffre d'affaires. Si, pour ceux qui ont suivi la conférence du 10 juin, puis elle est encore disponible d'ailleurs, dans ces 10 millions de chiffre d'affaires-là, il y en a 7 millions qu'on va générer la croissance organique de nos clients. Donc, nos clients progressent, donc on progresse avec. Il y a 2 millions qu'on va chercher de nouveaux produits, nouveaux services qu'on inclut, on vend, ou des choses qu'on a oublié de vendre chez nos clients actuels, donc on va faire 2 millions. Puis on s'aperçoit qu'il nous manque 1 million de chiffre d'affaires. Ce million-là, il va venir d'où? Il va venir de la prospection. Le petit 20 000 que vous voyez à gauche de l'écran, c'est, on a fait le calcul chez Prospect Construction qu'en moyenne, un nouveau client génère 20 000 $ la première année. Ah, la première année? La première année, il génère 20 000 $. Ils sont sur des gros contrats, on est dans l'expertise à ce niveau-là. Puis, une fois qu'on a dit ça, si j'ai, bien entendu, une moyenne de 20 000 $, si je veux atteindre mon 1 million, le procès est quand même assez rapide à faire. Ça me prend 50 clients qui génèrent 20 000 en moyenne, qui fait d'atteindre mon 1 million. Donc là, déjà, on commence à calculer 50 nouveaux clients, cette entreprise est capable de l'absorber, on est capable de les chercher. Puis si en plus, si je mesure, et dans le diagnostic qu'on fait, on est capable d'identifier un peu le taux de succès, si mon taux de succès est sur 4 prospects, je génère un client, comprenez qu'on vient de passer pour avoir 50 clients, il faut 200 prospects. Petite parenthèse. Oui. Ce taux de conversion-là de 25 comment se compare-t-il dans les industries? Ça dépend des industries. Oui, quand on est dans les pays, on 25, 30, 50, j'en connais qui sont très performants. Dans le manufacturier, souvent, j'entends le 8, 9, 10. Quand on est en soumission, entre autres, quand je suis dans le public versus le privé, l'entreprise privée, c'est pas les mêmes taux. J'ai pris un taux 25%, en fait, plus par facilité pour faire des calculs. Divisé par 4, ou multiplié par 4, mais ça varie des industries. C'est difficile de faire un benchmarking général pour tout le monde. Là, à ce niveau-là. Donc, c'est possible, j'ai déjà vu, moi, 15 à 18 c'est possible dans ta pratique pour les gens? Oui. Ça ne m'étonnerait pas. Dans le manufacturier, souvent, c'est plus gentil, on est autour de 10, on est dans le mode soumission. Après, ça dépend du niveau de concurrence, ça nous demande ma technologie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est quand même bas, il faut réaliser que ça prend beaucoup de prospects. Oui. D'où l'équation, en effet, qui dit que finalement, ça nous prend 5 nouveaux prospects par semaine, à peu près 42 semaines dans l'année, des vacances, etc. En plus, on est saisonnier, on comprend comme diminuer par 2, par 3 le nombre de semaines. Donc, c'est-à-dire que si chaque semaine, je ne vais pas approcher 5 prospects, je m'éloigne de mon objectif de générer 50 nouveaux clients par année.
Et sachant qu'il se passe absolument rien au Québec en juillet et en août. C'est ça. C'est probablement humide pour les autres mois. Tout à fait. Donc, dans l'équation, on dit, ben, pour atteindre le million de prospection et que j'ai, en moyenne, un nouveau client m'amène 20 000, ça veut dire que c'est 5 prospects qui vont me générer 1,2 clients par semaine. Ça va jusque-là? Oui. Puis si en plus on rajoute mon cycle de vente, mettons qu'en moyenne il est sur 5 mois, ça veut dire que les 5 prospects qu'on va faire cette semaine du 24 décembre, vont générer 1,2 clients le 24 février. Donc tout ce que je ne fais pas cette semaine-là vont générer un trou de nouveaux clients en février. D'où l'importance de dire, quand on parle de continuité, on est mieux de faire des petites actions régulières toutes les semaines. Bien sûr, ça dépend de vos objectifs, aux 2 semaines ou au mois, selon ce qu'on veut aller chercher, pour générer en permanence des nouveaux clients, plutôt que de faire une grosse campagne de prospection. Puis là, on vient d'avoir un goulot d'étranglement sur les opérations, parce que eux, comme ça se fait de façon régulière, bien entendu. Ils sont structurés pour être réguliers. Opération, usine, logistique, n'importe quelle entreprise. Nous, comme consultants, si je rentre 50 clients aujourd'hui, ben, la difficulté, ça va être de livrer mes promesses. Donc, ce qui nous amène à dire, ben, pour prospect construction, les objectifs de prospection basés sur l'ensemble des données, des moyennes qu'on peut calculer dans les 2-3 derniers mois, ben, c'est 5 prospects par semaine pour générer 1,2 clients dans les 5 prochains mois des nouvelles activités. On comprend les moyennes, puis je dis souvent à mes clients, on ne veut pas être dans la scène près, on veut juste comprendre qu'est-ce que ça demande comme énergie. On s'aperçoit qu'on est obligé ou d'ajouter des nouveaux vendeurs, ou de changer des paramètres, de dire ben, on ne peut plus aller chercher des moyennes de 20 000, il faut aller chercher des moyennes de 50 000 pour atteindre nos résultats. Donc là, on change notre cible. Donc on peut jouer sur différents facteurs. Puis il faut augmenter notre taux de succès de 25 à 35, de 40 à 50, ce qui fait que mon nombre de prospects diminue pour aller chercher mon nombre de clients souhaités pour atteindre 10 millions. Donc on travaille, bien entendu, toujours en cohérence avec le marché. Comme ça, me donne l'effort que je fais. Ce que tu présentes. Est-ce que cette logique-là, les équipes de vente la font de façon naturelle? Malheureusement pas. Malheureusement pas, ou pas assez. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre, mais il n'est pas quantifié. S'il n'est pas quantifié, il est plus difficile à mesurer, puis générer des résultats. Vous, à votre avis, dans votre entreprise, dans votre taux de conversion totale en prospection, si vous êtes un vendeur, peut-être que vous connaissez le vote, le nombre de prospects qui sont transformés en clients, on est à quel niveau? On est à moins de 10 à 25, justement, sur la réponse à la question que vous posez. Ça veut bien anticiper les choses, là, ou aucune idée. Ne vous cachez pas qu'il y a des fois, on ne le sait pas parce qu'on n'est pas équipé d'outils qui permettent de le quantifier. Mais c'est une donnée importante parce que c'est partie de l'équation qui nous permet de dire c'est quoi l'énergie que j'ai besoin de mettre en prospection. Tout à fait. Et peut-être mettre le doigt sur un bobo, l'effet qu'on convertit 10%, c'est là qu'est le problème principal. Mais encore faut-il identifier la conversion, c'est quoi? C'est une rencontre avec un client, c'est une offre verbale, c'est une offre écrite. On va le voir plus tard, mais là quand on parle de conversion, si je veux rajouter mon 1 million, il faut que ça devienne un client. Oui. Donc à partir du moment où j'ai un premier contact, jusqu'à ce qu'il signe le contrat, là, combien j'en ai perdu ou échappé dans le processus. Contact, rencontre. Rencontre, un salon, un trade show, une rencontre téléphonique, on comprend ça. Un 5 à 7, on voit de plus en plus des conférences très spécialisées sur des techniques. Alors, quelques secondes encore. Rapidement, Rodolphe, on voit que... Wow! Bon, je pense une des conclusions, c'est que peu de gens ont une idée précise. Je regarde le taux de réponse qui est moins élevé. Je ne suis pas sûr qu'on ait posé la bonne question. Hein? Bon, l'utilisateur répondit, c'est pas grave. L'important, c'est de réfléchir là-dessus, puis d'identifier vous, c'est quoi, puis qu'on soit une grande entreprise de plusieurs millions, centaines de millions, ou une petite entreprise, ça se mesure. Quand on est gros, il y a des systèmes qui s'appellent CRM.
Customer Relationship Management. Quand on est petit, on va le mesurer dans nos actions en mode Outlook, combien de prospects j'ai fait ce mois-ci, combien il y a de chances que je vais s'acheter. On va un petit peu discipliner, mais on va avancer. Maintenant que je sais ma cible, j'ai 200 prospects pour générer 50 clients, pour générer mon 1 million. On comprend qu'on va travailler là-dessus aussi dans les interventions pour les améliorer. Et maintenant, avec qui ces 20 nouveaux clients que je veux avoir? On comprend que l'équation que je vous ai montrée au début, du 50% de vos clients qui génèrent les 5 derniers pourcents de votre chiffre d'affaires, pour arrêter cette équation-là. Donc, on va définir nos cibles. Donc, on va diminuer cet impact pour aller chercher des clients plus payants, qui va nous permettre de, sans doute, d'aller chercher moins de prospects parce qu'on va avoir des clients plus élevés. Si je vais changer d'acétate, êtes-vous en train de prospecter les bons? C'est la question que je pose toujours à mes clients, parce qu'on va arrêter en effet l'hémorragie, l'équation qu'on voit dans la majorité des cas. Puis d'ailleurs, si on base sur le sondage, il y a beaucoup d'entre vous qui vivent ça aussi. Donc la première chose, on parle de suspect, vocabulaire. Suspect, c'est quelqu'un que je suspecte que tout va bien, que les étoiles sont alignées, que peut-être éventuellement il aurait besoin de nous. Ça, c'est une liste qui n'est pas jeune, c'est une liste d'entreprises dans un parc technologique, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est passer de cette liste de suspects à une liste de prospects froids. Donc, de dire, on va commencer à mettre des premiers critères pour les qualifier. Tranquillement, on va les amener de prospects froids à prospects chauds. Une parenthèse, c'est pour ça qu'on s'appelle Celsius. On parle de température au niveau des ventes. Donc, prospect froid à prospect chaud, ça se fait de façon qualifiée. Puis après, on fait vraiment une démarche structurée qui nous permet d'amener des clients. L'équation qu'on a vue tout à l'heure, le constat du 5% généré par 50% de chiffre d'affaires, c'est souvent, trop souvent, on prend une liste de suspects puis on va l'amener client. On ne passe pas le filtre qui était entre les deux, de suspect à prospect froid et à prospect chaud. Il faut qu'on soit vif et qui on veut faire affaire. Rapidement, c'est un exemple, hein, si je reprends mon entreprise fictive, prospect construction, bon, ben, leur premier, le filtre de suspect, c'est la région, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, pour eux, c'est important. Puis quand on rentre dans le prospect, dans la qualification, ben, la stratégie d'entreprise, le potentiel, on comprend que c'est à vous de déterminer c'est quoi vos critères pour définir votre filtre. Puis, ce qui est intéressant, quand je définis un filtre, c'est de définir aussi les premières questions que je vais poser. Quand je rencontre quelqu'un dans un salon, quand je rencontre quelqu'un ou je l'appelle, je veux savoir c'est quoi sa stratégie, c'est qui son fournisseur, c'est quoi ses besoins, comment il est structuré. Donc, je fais de la qualification dans les premières étapes. Une autre étape que vous allez avoir en bonus, quand vous allez télécharger la présentation par rapport, je pense que c'est demain. Oui, c'est ça. Bon, vous allez voir toutes les sources qu'on utilise en cause de chez Celsius pour justement identifier des listes pour être efficace. C'est l'une des questions qui est souvent en prospection. Où est-ce que je vais? Une fois que j'ai défini ma cible, ma structure, ma grille d'analyse, des questions que je vais poser, ben là, on va commencer à dire, on va à la stratégie. Si je retourne sur mon exemple de prospect construction, ben eux, ce qu'on a mis en place comme structure, un premier contact, on est dans des prospects froids, c'est-à-dire qu'ils correspondent à une première filtre, puis on fait une première rencontre. Pour eux, c'est une rencontre exploratoire. Une deuxième rencontre pour définir une solution qui leur permet de faire une soumission puis de transformer en commande. Donc, on a 5 étapes dans notre funnel de prospection, donc entonnoir de prospection. Si on retourne toujours sur le prospect construction, ben, ces 5 étapes-là, ça veut dire quoi dans l'équation qu'on a mis au début? J'ai 5 contacts que je crée, 5 prospects qui me génèrent 1,2 clients. Hein, on se souvient de l'équation. Donc, ça veut dire que j'ai une perte de 75%. Là, tu parles de prospect ou de suspect? De prospect. D'accord. Donc, ils ont déjà été qualifiés. Oui, d'accord. Ils ont été déjà qualifiés. Puis, on a déjà un filtre qui nous permet de dire que ça vaut la peine de mettre de l'énergie dessus. Là, on se souvient qu'ils ont un taux de closing de 25%, un taux de conversion de 25%. Ça veut dire que 75% du temps, on répond. Oui. C'est ça que ça dit. Et si les suspects ne sont pas qualifiés, c'est 95%. On monte 95 en monte. Tout à fait. Donc, quelles sont les pertes? Ça, c'est important de le comprendre. À chacune des étapes, on passe en face sur la grille, c'est un exemple. Où est-ce que je perds le plus de clients? Ça, c'est important de se poser la question. Est-ce que c'est ma contact? Est-ce que c'est ma soumission? Est-ce que c'est pour, une fois que je soumission, de transformer en commande? L'intéressant de l'avoir globalement et individuellement par vendeur, ça nous permet d'avoir des statistiques intéressantes au niveau du KPI, des indicateurs de performance.
Et de voir aussi les retombées des initiatives implantées. Là. Tout à fait. Mm-hmm. La grande force qu'on a chez Genesis, dans ce qu'on met en place, c'est de dire, on met en place un métronome qui permet d'être efficace en permanence. Bien, quand le métronome, ça mesure pour donner le tempo pour la musique. Là, on voit l'exemple. Si j'ai ma barre qui descend trop bas, ben, ça me prend beaucoup d'énergie pour remonter. Et donc, on a des équipes qui sont très occupées, puis en plus, je balaye très large mon spectre. Donc là, je suis vraiment dans toute la liste de suspects. Je prends beaucoup d'énergie, je fais beaucoup d'appels, puis je travaille beaucoup par semaine pour finalement lui donner les résultats qu'on a vus tout à l'heure. 5% de mon chiffre d'affaires généré par 5% de mon clients. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire, ben, on va réduire les battements, on va continuer à être régulier, mais on va être plus efficace. Là, on perd moins d'énergie. En plus, c'est tellement plus valorisant de transformer plus le nombre de clients qui deviennent payants pour l'organisation. Comment on fait? J'aime bien l'allusion. L'allusion est très bonne. La musique va très vite quand ça fait ça comme ça. Tout à fait. Puis, on dépense moins d'énergie. Ouais. Donc là, actuellement, Prospect Construction, ils perdent de 75. Nous, ce qu'on veut, où on veut les amener, c'est de dire, on va générer 80% de réussite. Et les 20% qu'on va perdre, c'est nous qui choisissons de les enlever le prospect. Ça, c'est intéressant dans le concept. On choisit nos clients. Donc, le premier contact, la première rencontre, le seul objectif qu'on a, c'est de les qualifier. Pour nous permettre de dire, ben, si j'arrive à cet objectif, qui peut-être une fois un peu utopie, mais travaillons pour y arriver, ben, pour générer mon 48, 50 nouveaux clients, ben, ce n'est pas 200 prospects dont j'ai besoin, c'est 60. Ça veut dire que j'ai beaucoup de travail en amont dans la qualification. Mais ça prend beaucoup moins d'énergie de qualifier des gens au téléphone ou d'aller mettre l'équipe marketing ou autre pour valider la stratégie de la clientèle que d'envoyer l'ensemble de mon équipe sur le terrain avec des déplacements et tout ce que ça prend pour faire ça. On fait quoi? 1, 2, 3 prospects par demi-journée quand ça va bien, puis qui sont géographiquement dans la même place, alors que si je suis très structuré, rapidement, je peux en faire une quinzaine par matinée, par appel, qualification, etc. Oui. Donc, quand je me déplace, là, je m'assure que je me déplace pour quelque chose qui vaut la peine. Le choix des questions est stratégique. C'est fondamental et souvent basé sur la grille. Oui. Si je veux une entreprise, nous, on intervient dans des entreprises qui font dans des forces de vente de 5, 6 en montant, représentants, ben, c'est important qu'on le qualifie parce que sinon on va se déplacer pour des choses où on n'est pas en synergie avec le client. C'est vrai qu'ils ne sont pas intéressants maintenant, mais nos forces sont à ce niveau-là. Donc, comment on s'ajuste? D'autres outils, les webinaires, c'est des bonnes choses pour l'ensemble de tout le monde. Communiquer, mais on n'est pas. Si moi, j'ai une entreprise, j'ai une grosse usine à faire tourner, je ne peux pas faire pièce à la pièce ou morceau par morceau, alors que je suis fait pour en vendre des palettes. Okay? Donc, toute cette notion-là, c'est pas d'exclure, c'est de choisir. Je peux te poser une question? Oui. Martin de la BDC a dit, nous, c'est assez rare qu'on rencontre des clients. Évidemment, ils font affaire avec toutes les provinces canadiennes. Mm-hmm. Et très souvent, ils rencontrent et livrent leurs services par webinaire. Quel conseil as-tu à offrir aux gens? Est-ce que c'est une option que les gens devraient prendre de plus en plus pour éviter justement de se déplacer? Moi, je pense que la technologie nous permet de faire ça, puis on fait sauver du temps à tout. Les entreprises, prendre le temps lors du premier appel que je fais, parce que j'ai été référé par quelqu'un, prendre le temps de qualifier puis lui dire, on va prendre le temps de savoir si je vais te faire perdre ton temps ou le mien quand je vais me déplacer. Si on veut créer une relation, on entend beaucoup ça en B2B, en affaires, on veut créer des relations avec nos clients, ben ça commence par le premier geste. Le premier geste, c'est pas à vouloir lui vendre, c'est dire que ça vaut la peine de créer une relation, qu'on travaille ensemble, qu'on prenne de l'énergie ensemble. Puis là, ça devient intéressant parce qu'on crée des clients fidèles. Oui. Donc là, on passe à un autre niveau de prospection. Puis là, on va chercher des clients de 20 000, 30 000, 50 000 de moyenne au lieu d'avoir une moyenne basse. Donc, calcul d'effort, la prospection pour générer moins de 75%, le portrait avant ou actuel de la compagnie fictive. Ce qu'on veut faire, c'est arriver à ce niveau-là. Beaucoup moins d'efforts. Et la fonction vente dans l'organisation, le représentant, c'est l'individu qui coûte le plus cher dans l'organisation. Le salaire, boni, déplacement, etc. Quand je déplace la personne qui me coûte le plus cher, je m'espère, l'objectif, c'est que ce coût-là se transforme en bénéfice. Hein, parce que sinon, on n'investirait pas dans ce coût. Excuse pour les vendeurs, je n'ai pas un coût, là, mais vous êtes un bénéfice qu'on veut utiliser à la bonne place. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une fois que j'ai qualifié, une fois que
je me suis aperçu que mes 54 ou mes 48 prospects qui me restent sont intéressants pour moi. La deuxième partie de ma démarche, c'est à moi de les intéresser. Donc là, je vais mettre toute l'énergie qu'il faut parce que je sais qu'ils sont intéressants pour moi. Donc je vais les intéresser. Donc on ne devrait plus en perdre parce que s'ils sont intéressants et que je vais les intéresser, on n'a plus de perte au niveau de la prospection. Donc c'est tout ce concept-là de intéressant-intéressé. La stratégie, maintenant, c'est de dire, mais si j'ai ces 4-5 étapes, donc le contact, la première rencontre, etc., les entreprises qui se font, ce qui manque souvent, c'est les objectifs de chacune des étapes. La première et la deuxième étape, c'est de qualifier. Je suis dans un trade show, dans un salon, je reçois quelqu'un qui vient me parler, qui me trouve intéressant parce que j'ai mis beaucoup d'énergie pour l'attirer. La première question que je vais lui poser, c'est qui tu es, comment tu es structuré en fonction de ma grille, puis je vais savoir si, c'est toujours ça la blague, si je lui donne une petite balle molle, puis je lui dis merci, je prends sa carte, ou si je l'assois avec moi dans le kiosque, puis on schedule un rendez-vous. Hein, je vois trop souvent, mais ça, c'est l'impact de la prospection qui est moins bien structurée dans l'organisation. Dans le trading, il y a des gens qui vous parlent pendant, moi, ça m'est arrivé de vendre un robot pendant 45 minutes, alors que je suis un conseiller en vente, je ne ferai jamais de robot. Un problème de qualification. Donc ça, c'est un mini-exemple d'énergie perdue. J'ai peut-être 10 prospects qui sont passés en arrière de moi. Là. Donc, le filtre sert à ça. Donc, je qualifie, puis je vends chacune des étapes. Je ne fais pas un appel à froid pour y vendre une commande. Je fais un appel à froid pour lui générer une première rencontre. Oui. Première rencontre pour générer la deuxième pour une soumission, puis la soumission pour la commande. Qui est étape par étape. Rencontre qui peut être une discussion téléphonique. Qui peut être une autre. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'objectif de chacune des rencontres, c'est important. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les actions que je vais faire pour chacune des rencontres? Le qui. Moi, comme entreprise, j'ai un client qui me dit, là, quand j'arrive à la première rencontre sur un prospect, là, on arrive à 1, 2, 3, 4, on ne sait jamais. Il faut réfléchir sur qui, puis qui je veux avoir de l'autre côté de la table au niveau de moi. Qu'est-ce que je vais dire? Le quoi? Qu'est-ce que j'amène? Le comment je l'amène? C'est quoi le bon timing dans ma rencontre? Donc ça, c'est important. Le bon mouvement. Qui, une des questions intéressantes aussi que j'ai souvent, ça je l'ai mis, avec quoi? Est-ce que j'arrive avec une présentation PowerPoint? Est-ce que j'arrive avec un document? Qu'est-ce que je leur laisse? Qu'est-ce que je ne leur laisse pas? Jusqu'où j'ai des outils qui les activent et qui leur donnent envie d'aller plus loin? C'est important de définir à chacune. Donc, ce que tu dis, Rodolphe, c'est de ne pas laisser ça au hasard, au désir du client, mais que tout ça soit planifié. La première rencontre, ça c'était qui, comment, qu'est-ce qu'on lui présente pour augmenter le taux de conversion. Tout à fait. Moi, je suis convaincu que si on se prépare de façon intense, on aura juste à dérouler notre scénario, puis on va arriver à nos fins. Je vois beaucoup trop d'improvisation au niveau des vendeurs quand je fais la prospection. Puis l'une des choses qui explique ça, parce que généralement, je sais, on a j'improvise, mais déjà mercredi, ça fait 40 heures que je travaille, je n'ai pas le temps de me préparer. Préférez-vous 50% de vos clients qui génèrent 5% de votre chiffre d'affaires, 25% de l'énergie. Oui. Arrêtez ça. Oui, c'est ça qui fait qu'on travaille trop fort. On n'a plus le temps de faire notre métier correctement. Le scénario, c'est comment? Je commence par quoi? C'est quoi les objections que je vais avoir à traiter? Qui j'ai en face de moi? Comment je vais parler? Si je viens avec mon expert, quand c'est que lui, c'est quoi le bon timing pour qu'il parle? C'est quoi la bonne période pour qu'il parle dans mon scénario? C'est important de le détailler. Puis quand on a négocié des contrats de 100 000, 100 000, 10 millions, 50 millions, là, ben, il faut se préparer une journée, une demi-journée de rouler notre scénario pour être sûr que ça fonctionne. Si je veux changer la étape. Donc, le scénario, hein, je vais focuser là-dessus parce que c'est la partie souvent qui est la plus délaissée. Poser des questions pour identifier les questions clés et les rôles. Trouver la situation à améliorer. Si vous êtes face à un prospect et vous n'êtes pas capable, lors de la première, vous allez m'entendre, d'identifier la situation à améliorer, ça va être très difficile. Si c'est juste sur le prix par rapport à la compétition, ben vous savez ce que ça enchaîne, une guerre de prix, personne ne gagne. Donc, il faut identifier le gain que vous pouvez leur apporter. Si vous avez trouvé la situation à améliorer, définissez c'est quoi que vous pouvez leur amener pour justement régler la situation ou l'améliorer. Ce qui me permet de séduire, en fait, hein, avec
cette étape-là de séduire en fonction du gain, de la situation à nous. Je m'accroche à une problématique, sinon comme fournisseur, je n'arriverai pas à tasser nos concurrents. Anticiper les réactions. Je mini parenthèse, 80% du temps, je suis d'accord avec moi, les vendeurs qui m'écoutent, c'est toujours les mêmes réactions. Quand j'ai un appel à froid, on peut faire le tour, il y a toujours 3 à 4, c'est toujours les mêmes choses. Quand j'apporte ma soumission, c'est toujours la même chose. Ça se traite, ça se prépare. Comment je gère ça? Puis vendre la prochaine étape. Je ne vends pas un contrat, je vends la prochaine étape. Deuxième rencontre, voici ce qu'on va faire, puis voici ce qu'on va amener, puis on construit, on crée une histoire avec eux. Très bon conseil, très très intéressant. Rodolphe, oui. Petite parenthèse, en termes de temps, tout est bon, il reste une vingtaine de minutes. Oui, c'est parfait. Merci. Donc, les grands secrets, on est dans les trucs, si quelqu'un voulait des trucs, on est ici. Identifier les joueurs clés chez chacun de vos profils. Il y a, à travers l'organisation, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous empêcher de vendre. Souvent, ils ne sont pas autour de la table. Qui sont les décideurs? Ce n'est pas parce que j'ai le PDG en face de moi qui décide. C'est lui qui approuve, c'est lui qui décide. Qui va influencer la décision? Qui va utiliser votre truc? Posez-vous tout le temps la question. Là, on parle d'audit, comme c'est la première rencontre, on appelle qui va décider, qui va influencer, qui va utiliser ma solution. C'est les 3 personnes, les 3 vecteurs qui peuvent faire que la vente se fait pas, ce qu'on appelle le politico-décisionnel. Souvent, on sort, je suis sûr que ça va vous arriver, de sortir d'une rencontre et c'est très bien passé, ils sont prêts à signer, puis ils rappellent une semaine après, et finalement, on va parler de la vente. Il y a quelqu'un dans ces décideurs, influenceurs, utilisateurs qui a mis des bâtons dans les roues. Qui n'était pas nécessairement à la rencontre. Ou qui n'était pas à la rencontre. C'est pour ça qu'on va gérer plusieurs rencontres pour s'assurer de contaminer l'ensemble des gens à ce niveau-là. Est-ce qu'un vendeur peut imposer, lors d'une première rencontre, que telle personne, décideur, soit présente? C'est intéressant le mot imposer, on va dire pour être affirmatif. Oui. Pour dire ça serait bien que votre directeur d'usine soit là parce que la solution s'adresse à lui. Puis, je voudrais le voir réagir par rapport à ce que je vais dire pour voir si lui, ça ressonne la même chose. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. C'est un très bon mot. À l'appel à froid, généralement, la première, on essaie d'avoir le maximum de gens autour de la table. Puis, on laisse, ça demande beaucoup d'argent, mais mettez le BP Finance autour de la table parce que lui, il va vouloir parler de chiffres, il va vouloir parler de ROI, on trouve dans la deuxième fois, les grands secrets. Identifier, nous, on a une autre session, hein, chaque fois qu'on arrive chez une entreprise, il faut identifier le ROI, le retour sur investissement pour générer notre valeur et voir le gain en temps pour le client. Si on n'est pas capable de faire ça, la vente va se baser sur un prix, sur on est sympathique, mais sympathique, ça demande un peu plus que changer d'un fournisseur. Si j'ai un fournisseur qui j'achète 7 millions de matières premières, mais changer de fournisseur, c'est tout un challenge. Oui. Si on n'est pas capable de démontrer le ROI qu'on est plus efficace, on risque de rester toujours le deuxième, troisième fournisseur, ou même jamais leur fournisseur. Donc, pour résumer le tableau, un autre truc rapide, un premier plan de prospection, identifiez vos étapes, identifiez vos indicateurs de performance et le rythme que vous devez avoir pour atteindre vos objectifs et définissez pour chacune des rencontres votre objectif, les actions, les outils, puis le scénario que vous voulez dérouler. Ça marche. Une page très importante, ça. C'est le cœur de la formation aujourd'hui. Tout à fait. Parce que si j'avais quelque chose à vous léguer, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret. Si vous faites ça, je peux vous garantir que ça marche. Si ça ne marche pas, appelez-moi. Est-ce que, Rodolphe, ton exemple, c'est-à-dire première rencontre, deuxième rencontre, soumission, est-ce que c'est un processus qui est standard chez les clients que tu vois? Ça s'adapte à chacune des circonstances. Même chez des clients, ça s'adapte en fonction du marché et des cibles. Si j'ai différentes cibles, différents types de clients que je desserre, c'est possible que j'ai des choses différentes. C'est ça qu'il faut définir. Si je n'ai pas la bonne séquence, je n'aurai pas les bons objectifs, les bonnes actions, les bons outils et les bons scénarios. J'ai déjà lu que ça prenait entre 5 et 12 contacts avant de faire une vente. On est, avec le syndrome du téléphone et des boîtes vocales, on est rendu entre 12 et 15. Ah oui. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie, en tout cas, on nous le fait de la bonne façon. C'est pour ça que la première rencontre, peut-être le premier contact, ne se fait plus par appel à froid ou très ciblé. Il y a plein de façons d'aller chercher le premier contact. Mettre en œuvre et mesurer. J'ai mes objectifs, je sais que j'écoute. Finalement, je sais que ça me prend 5 prospects par semaine pour atteindre mon objectif. J'ai identifié mes cibles avec mon filtre. J'ai défini mes stratégies.
c'est quoi mes 5-6 étapes de prospection, mes actions, je fais mon scénario, mes objectifs, etc. Dans l'aspect qu'on a vu auparavant. Maintenant, mettre en œuvre et mesurer. Ben, si je retourne sur mes prospects, construction d'entreprise, mon équipe de vente, voici comment elle devrait travailler. Je vais dire un exemple pour montrer la séquence, la régularité, le sans arrêt, il est ici. La semaine 1, j'appelle 5 contacts. La semaine 2, ou la deuxième séquence, j'ai 4 rencontres. La troisième séquence, j'ai la deuxième rencontre. La quatrième séquence, j'ai 2 soumissions. Puis la cinquième, j'ai 1 client. Donc, je retrouve mon perte de 75%. Ça, c'est un nœud. Donc, si je commence dès lundi à appliquer la rigueur, ça veut dire quoi? Dès lundi, je commence j'appelle 5 contacts. La semaine 2, je fais mes rencontres, puis j'appelle 5 nouveaux contacts. La semaine 3, et là, je construis. Ça veut dire que toutes les semaines, il faut que je fasse rentrer 5 nouveaux prospects dans mon entonnoir. Puis chez Prospect Construction, ils ont 5 vendeurs. Donc, c'est un nouveau prospect par vendeur par semaine. Puis tranquillement, je descends, qui m'assure que de façon régulière, on s'entend, c'est très mathématique, puis la réalité est telle que telle. Et si on fait ça, la moyenne, on a dit 1,2 clients, 5 prospects. Mais si on le fait de façon régulière, attention, si on est saisonnier, c'est autre chose, ben, on va générer de la constance. Donc, c'est le sans arrêt. On ne fait pas 50, moi, je vois des emailing de 150 pamphlets que j'envoie le lundi, puis après, on met une armée au téléphone. On ne sera même pas capable d'aller faire les deuxièmes rencontres, parce que ça va nous prendre 75 nouvelles rencontres, puis là, on est en train de loader notre 64 nous-mêmes. On se surcharge nous-mêmes. Ouais, mais des fois, si on fait une campagne courriel de 20 envois, par exemple. Il faut réfléchir à un nouveau produit, ce que j'annonce à tous mes clients, sachant que je serais incapable d'aller leur présenter. Le webinaire peut être une belle action, par exemple, pour le faire. En effet. Mais c'est intéressant parce que... Surtout dans le B2B, hein. On ne voit pas du B2C. Oui, oui. Tu composes un peu la semaine type, c'est-à-dire qu'il y a de la prospection, il y a des premières rencontres, il y a des deuxièmes rencontres, il y a des soumissions. Finalement, c'est que si une personne n'a pas ça dans toute la semaine, il le sans arrêt vient de prendre le bord. Là. Tout à fait. Là, je vais être sûr que tout le monde est encore connecté. Oui. Donc, si on continue, ben, mesurons semaine après semaine nos indicateurs de performance parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc, on programme l'agenda au fur et à mesure des objectifs. Vous avez comme une question? Oui, j'ai été appelé. Donc, quand on parle de mesurer des objectifs, notre philosophie, c'est de dire les 2 tiers de mes indicateurs doivent se baser sur les actions et 1 tiers sur les résultats. Vous comprenez que si je dois avoir 5 nouveaux prospects à rencontrer par semaine ou à démarcher par semaine, ben, mon indicateur d'action, c'est est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait d'avoir tant de rencontres? Est-ce que ça a été fait semaine après semaine? Donc, par rapport à ma stratégie de prospection, ben, ce qu'on va dire, c'est de façon individuelle, puis ça c'est un exemple que j'ai encore une organisation, de dire une fois par semaine, le directeur des ventes s'assoit individuellement avec ses vendeurs, puis il mesure le quantitatif, le nombre d'actions qui ont été faites, puis le taux de transactions qui ont été faits en prospection, puis le qualitatif, la capacité à réunir les bonnes personnes autour de la table, la capacité à identifier le ROI, la capacité à maîtriser mes scénarios puis mes outils, c'est ça qu'on mesure semaine après semaine. C'est ça qui crée la différence avec le résultat. Quand j'arrive au mois, ben on ne mesure plus le nombre, on mesure la progression. Est-ce que ma capacité, ma performance fait que je suis capable de plus en plus d'amener les personnes importantes autour de la table? Est-ce que mon nombre de prospects finalement est devenu régulier? Donc on est vraiment à ce niveau-là. Si j'enchaîne, au niveau collectif, ben là, au niveau trimestre, maintenant on mesure la performance globale de l'équipe. Donc c'est de façon hebdomadaire, individuelle, puis plus je m'étends dans le temps, on va y aller collectif, puisque je rajoute dans le quantitatif, c'est la moyenne de nombre de nouveaux clients, la moyenne de nouveaux prospects que j'ai fait, puis on peut ajuster parce que plus j'augmente ma performance dans le qualitatif, plus mon quantitatif va avoir un impact qui fait que ma moyenne de 20 000 va monter à 50 000, ma moyenne de 25% de closing va monter à 30, 35, puis là, on réajuste notre stratégie en fonction d'eux. Et annuellement, bien entendu, on veut la performance. Ce qui nous amène à dire, on veut comme je disais un peu avant le début
la rencontre. On veut des marathoniens, on veut pas des sprinters. Trop souvent, on utilise nos vendeurs en mode sprint pour aller remplir l'usine, pour aller remplir le mandat, alors que le succès, c'est le marathon. On veut des coureurs qui courent doucement mais régulièrement pour arriver à leurs objectifs. Rapidement, je sais qu'on a déjà posé la question, mais est-ce qu'on est capable de la reposer une deuxième fois, Simon, cette question-là? Tout à fait. J'aimerais ça savoir, avec les 4 étapes que je vous ai présentées, à votre avis, vous qui connaissez bien votre organisation, là, si on commence à implanter ces 4 étapes-là de façon minimale, puis on progresse, ça va donner quoi? Quoi le premier impact que ça va avoir dans votre organisation? Ça va uniformiser votre approche de prospection, ça va uniformiser la performance de votre équipe, ça va mettre de la rigueur dans l'équipe, ça va augmenter le nombre de clients payants, vous êtes capable de mieux coacher, d'accompagner mon équipe de vente. Hein? Ou vous le faites déjà, ben c'est parfait, on pourrait échanger là-dessus. Qu'est-ce que ça va vous donner? C'est intéressant parce que selon ce que vous avez identifié que ça va vous donner, quel est votre ROI à vous? C'est quoi le rendement sur l'investissement que vous allez faire d'implanter ce processus-là? Rodolphe, ça pourrait être un peu de tout, hein? Ça pourrait être de 2 à 6, là, je pense. L'impact de mettre ça en place, oui, on touche de 2 à 6 pour arriver au 7. Oui. Hein? Mais quelqu'un peut dire, bon, ben, je vais uniformiser l'approche de prospection, je vais uniformiser la performance de mon équipe également. Tout à fait. Donc, on voit beaucoup, qu'est-ce qui ressort, à mettre de la rigueur dans l'équipe, puis uniformiser l'approche de prospection, c'est intéressant. Augmenter le nombre de clients payants, ben, là, le ROI est quand même assez facile à calculer. Là. Un nombre de clients payants pour vous, ça vous donnerait quoi? Rajouter 1, 2, 3, 4. Là. Des fois, on sous-estime, mais rajouter un client payant, c'est peut-être rajouter un 20, 30, 40 000 sur le baillant en bas. On parle d'une année aussi. Un client a une durée de vie. Tout à fait. Alors, sur le long terme, si on regarde le client à une dizaine d'années, certaines entreprises B2B ont des services ou des produits récurrents comme ça. Ça peut représenter énormément de sous. Tout à fait. Donc là, les statistiques qui ressortent, hein, je ne sais pas si je le montre à l'instant. On le voit, là, mais on est vraiment dans le augmenter le nombre de clients payants, mettre de la rigueur dans l'équipe, puis uniformiser l'approche de prospection. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre discours, si on uniformise l'approche de prospection, on met de la rigueur dans l'équipe de vente qui va générer de nouveaux clients payants, d'où l'ordre était important. La première chose, c'est commencer à uniformiser votre approche, mettez de la rigueur dans l'équipe, et le reste, c'est des résultats. Mini parenthèse, je vais prendre 1 minute, même si j'en parlerai des heures et des heures. La loi de Murphy, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Dites-vous que beaucoup de gens, je ne sais pas si vous êtes concernés par ça, mais la première commande d'un prospect, d'un travail fort pour rentrer, c'est souvent la loi de Murphy, ça sur cette commande-là. Notre fournisseur, il manque de stock, on a eu un problème de machine, le camion a crevé sur la route, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive à un moment donné où tout se passe mal pour sa première commande-là. Il y aurait un point de webinaire pour expliquer ça, on est capable d'expliquer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce qu'on va mettre en place, si on veut rentrer plus de nouveaux clients, il faut s'assurer que ces nouveaux clients-là, on va les transformer en clients fidèles. Qu'on ne les perde pas. Qu'on ne les perde pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'on livre la valeur. On a un vendeur qui a convaincu un acheteur de changer de fournisseur parce qu'on est les meilleurs, la valeur ajoutée, on a été capable de démontrer les ROI, il faut livrer maintenant. Là, la balle est dans le camp de l'entreprise, il faut livrer. Ce qu'on met en place, hein, il faut s'assurer que toute l'entreprise va mettre autant d'efforts pour livrer du premier coup notre promesse. On voit peut-être un peu trop souvent que du premier coup, c'est ce qui est le plus difficile. Il y a plein de raisons, hein. On pourrait en jaser pendant longtemps, là. Mais je voulais juste vous alerter à ça. Nous, ce qu'on met en place, un processus VIP pour dire on n'a pas le droit de se tromper. C'est 0 erreur à la première commande parce qu'on a qualifié, c'est quelqu'un qu'on va avoir dans notre portefeuille client à moyen long terme. Il ne faut pas qu'on se trompe parce que si on se trompe, on va travailler encore plus fort pour essayer de le récupérer. Puis on ne crée pas la confiance qu'on a créée. Puis quelque part, le client va dire il m'a promis que j'étais capable de livrer en 2 semaines, mais finalement, je le livre en 4 semaines. Donc, si je fais une grosse batch de prospection pour dire on est les meilleurs, on livre en 2 semaines, j'ai rencontré 150 nouveaux prospects, ces 150 nouveaux prospects-là, parce qu'on est bon, on peut se transformer en 100 nouveaux clients dans la même semaine, on passe plus à 2 semaines de livraison, on est passé à 1 mois et demi, on vient de défaire la promesse qu'on a faite. Oui, oui. C'est ce qu'on voit là-dedans. C'est pour ça que le sans-arrêt régulier est important en prospection. Rodolphe, il nous reste quelques minutes, on va avoir des questions. Il va en rester une fois, ça c'est là.
vous avez promis des choses à faire dès demain ou même aujourd'hui. Prenez une journée avec votre équipe, avec l'organisation, challengez aussi vos actions et vos meilleures pratiques, puis regardez avec ce qu'on vous a donné, c'est quoi la chose que vous devez travailler le plus. Vos cibles, vos actions, vos meilleures pratiques. Les objectifs, ça demande le plus de travail quand on n'a pas les indicateurs de performance qui nous permettent de voir le taux de succès. Là. Et faites déjà ça, là, c'est une belle journée à faire avec votre équipe, se challenger nous-mêmes à ce niveau-là, puis travailler sur les cibles et la stratégie. Les deux logos sont un peu plus gros. Déjà, vous allez avoir un impact dès le lendemain si on travaille sur les bonnes pratiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente, nous, la performance de la fonction vente, la performance de la fonction vente pour augmenter les ventes payantes. Vous avez une démonstration de ce qu'on fait là-dedans, puis on n'a rien inventé, c'est des meilleures pratiques. C'est de la discipline qui nous amène à la dernière étape, je pense. J'ai bien fait mes affaires, c'est ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça va faire extrêmement plaisir d'y répondre, de discuter de nous par la suite. Vous avez mon numéro de téléphone, puis mon adresse courriel, mais on pourrait faire des heures et des heures sur la prospection, mais grosso modo, le squelette, c'est quoi une bonne prospection, le sans-arrêt avec succès. Avec succès, c'est la conséquence du sans-arrêt de la structure. Alors, tu as bien fait les choses parce qu'il est en plus midi 59. Alors, ton timing est excellent. Merci beaucoup, beaucoup, Rodolphe. Si tu permets, si vous pouvez rester avec nous, Rodolphe va répondre à quelques questions. Questions qu'on a déjà d'ailleurs. Question intéressante de Anne. Comment cette approche peut-elle être appliquée avec un réseau de distributeurs multinational? En fait, de la même façon, dans le sens où un distributeur, c'est une force de vente qu'on fait ça à distance, donc on devrait avoir la même rigueur pour dire c'est quoi les critères qui fait que c'est un bon distributeur. Donc on applique la prospection sur le distributeur, puis on vient contaminer l'équipe de vente de mon distributeur à notre approche qu'on voit là. Oui. Donc c'est ça la difficulté avec les distributeurs, il faut former une équipe qui ne m'appartient pas, qui appartient à un bras que je sous-traité, leur vendeur pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils vivent la valeur que j'ai à livrer. C'est toujours une parenthèse. Dans le mot distributeur, il n'y a pas le mot vente. Donc c'est important de dire, c'est pas parce qu'ils distribuent qu'ils vendent mes produits. Donc sélectionnez vos distributeurs et allez vous assurer que ce distributeur-là est en lien avec des clients qui correspondent à vos critères à vous. Sinon, c'est eux qui vont contaminer votre 20-80 avec plein de petits clients. Oui. Avec qui commandes. Donc, plus on s'éloigne de notre client, plus on doit travailler fort pour rendre le message jusqu'au bout. Alors, Serge, pertinent, Dominique, très bien fait. Merci beaucoup, Rebecca. Comment identifier les joueurs clés pour ensuite les rencontrer? Rebecca, on parle de clients, d'agents manufacturiers, de distributeurs. Je pense que elle parle de distributeurs, influenceurs, utilisateurs. Il faut poser des questions. C'est peut-être d'ailleurs le prochain sujet qu'on va utiliser au webinaire, mais c'est un art. C'est un art capable de trouver les bonnes personnes tout de suite. On est dans l'agilité. À ce niveau-là, ça serait long de l'expliquer, mais ça se fait. Ça se prépare, ça se travaille, les meilleures pratiques à ce niveau-là. Ça se poser les bonnes questions. Ça s'entraîne. C'est comme en athlète olympique, il faut s'entraîner pour être capable de le faire. Comment ça s'applique aux travailleurs autonomes? La même façon que ça s'applique là-dedans comme travailleur autonome. Justement, on est tout seul à faire la prospection, à livrer nos mandats, je connais cette philosophie-là, à les facturer, on fait la facturation en fin de semaine. Après, de la même façon, quand vous vous déplacez faire la prospection, assurez-vous de le faire auprès de la bonne personne. Travaillez-vous sur votre scénario. Nous, je suis sûr, on fait des réunions, puis on n'arrête pas de s'exercer, améliorer nos scénarios, etc., etc. On veut le vivre, on vit ce qu'on fait vivre à nos clients pour être capable d'anticiper les embûches qu'on va avoir. Oui. Souvent, les embûches, c'est le temps, trouver le temps de faire ça. Puis je peux vous dire que c'est payant, c'est très payant à court terme de mettre en place une structure comme nous l'avons. Ça prend du temps initialement. Oui. Mais Dieu sait qu'on a le meilleur ROI, puis soudainement, on a des heures de vide pour et un meilleur retour sur l'investissement. Moi, j'avais un prof qui disait faire plus de la même chose génère plus du même résultat. Donc, si vous continuez à faire ça, la façon dont vous fonctionnez, vous allez plus générer 5% de votre chiffre d'affaires que généré par 50% de ça. Pour faire un virage. Pour faire un virage, puis à un moment donné, ça prend de l'énergie pour faire ce virage-là.
Et c'est tellement payant à court terme. Oui. En moins de 3 mois, on va déjà être fier. Ce professeur, est-ce que c'était Einstein? Est-ce qu'il dit ça aussi? Est-ce que Skype peut s'insérer dans ces étapes? Tout à fait, on en a parlé. Oui. Il faut juste gérer les attentes des clients, puis que le client soit à l'aise, puis il ne faut pas que la technologie vienne nous empêcher d'être performants. C'est pas le souci. Oui. Les clients disent, est-ce que j'envoie en PDF de l'information avant la rencontre ou sur laquelle on va discuter sur Skype? Il n'y a pas de problème si tu t'assures qu'il va être capable d'ouvrir le PDF, que la technologie ne ralentit pas la performance. Hein, on est ici dans une salle faite pour du webinaire, on n'est pas chez nous avec une caméra, on est fait pour ça. Être équipé, c'est important. Donc faire du Skype sur un réseau qui n'est pas bon, c'est dur, ça va être difficile. Mais j'ai bien aimé ton commentaire tout à l'heure. L'utilisation de Skype, c'est pas l'avantage du vendeur. Pourquoi te présenter comme ça? C'est l'avantage de l'acheteur ou du prospect en disant, au lieu de perdre votre temps, monsieur l'acheteur, regardons si je peux vous être utile, si je peux ajouter de la valeur. Alors, si vous voulez, sans vous déplacer, on va prendre 15 minutes au téléphone ou au Skype pour le faire. Alors, je trouve que c'est une belle façon d'introduire parce que je suis sûr qu'il y a encore des gens un peu réticents à utiliser une technologie comme celle-là. Je vais venir me voir, je vais te voir. Ça, c'est on peut parler avec une grosse multinationale en France. Je ne peux pas prendre l'avion tous les vendredis pour les rencontrer. C'est très bien par Skype. Ici, on est équipé pour le faire. Si on n'est pas, peut-être que c'est plus un marché qu'on veut atteindre. Comment mieux optimiser la recherche des prospects? Oui. C'est la étape justement que vous allez avoir demain. J'ai mis un peu. D'accord. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de liens, beaucoup de choses, des réflexions. En effet, la première étape, le contact, c'est souvent là où c'est le plus difficile d'aller chercher. Puis, le monde a changé. En 2014, on ne peut plus faire des appels à froid, on ne peut plus leur envoyer d'emails, parce que sinon on a le doigt qui va me taper sur les doigts. C'est plus nécessairement les 5 à 7. C'est de plus en plus, de moins en moins. Les tours de golf, c'est sympathique, mais quand vous êtes un foursome, il y a 3 personnes avec qui vous êtes pendant toute la journée. Si ce n'est pas des bons joueurs, cassez-vous le pied. Moi, je dis souvent, cassez-vous le pied pour débarquer tout de suite. Avant de finir la journée, vous allez perdre votre journée, vous n'êtes pas face à des bons clients ou des prospects qui arrivent des pieds. C'est plein de stratégie, quoi. Tout à fait. Mais comme tu me dis, on a 40 heures semaine pour être en contact avec nos clients et nos prospects. Oui. Il ne faut pas perdre. Alors, ceci dit, on a pas mal écoulé chacune des questions. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas. Je vous invite à les transmettre à Rodolphe. Rodolphe, un gros merci. Encore une fois, une formation formidable que les gens ont beaucoup appréciée. Alors, sur ce, sachez que vous allez recevoir demain matin à 9h la présentation, l'enregistrement, de même que la PPT. Alors, merci, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.